Donc le film s'est fait très vite, dans le sens où j'ai conçu l'idée que je voulais me lancer dans ce projet au tout début de l'année, vers le mois de janvier. Ça m'est arrivé au volant de ma voiture. Je me suis dit, je sais pas, il y a comme quelque chose qui est monté à l'intérieur de moi là, et j'ai eu envie quoi. J'étais très étonné parce que en général il se passe parfois 2-3 ans avant que je fasse un film, mais j'étais étonné de me rendre compte que j'avais cette force en moi encore d'avoir envie de faire un film, alors que c'est quand même assez c'est épuisant, ça te vide beaucoup de faire un long métrage parce qu'il y a tout le processus de fabrication, de post-production, après il faut le faire vivre, etc. Donc j'ai mis ça à l'épreuve pendant quelques jours où je me suis dit ça c'est bizarre, ça, comment ça se fait que j'ai envie de refaire un film alors que ça fait même pas un an que j'ai fait l'autre quoi. Je comprenais pas pourquoi. J'étais presque surpris par moi-même, je comprenais pas pourquoi j'avais envie de faire un autre film. Et en fait je crois que j'ai compris assez vite que il y a quelque chose dans après-coup qui a agi comme une étincelle sur moi, comme une espèce de prise de conscience, avec, je te dis, ce 15-20% de méthode comme ça, très spontanée, de façon de tourner, avec les dialogues à la dernière seconde, etc. J'ai eu envie de mener plus loin cette façon de faire. J'ai senti que c'était chaud pour le faire, quoi. Et puis c'est vrai qu'au moment où j'ai conçu ce projet, c'était le moment fort où on était dans toutes les histoires de harcèlement, là. Et c'est drôle parce que ça a accaparé beaucoup mon esprit, en fait, cette histoire. Parce que j'ai trouvé que... en fait, je trouve que depuis les années 70, on va dire 90, je sais pas, ce serait difficile à dire, je trouve que c'est un phénomène culturel, planétaire, sociétal, comme on n'en a pas eu depuis très longtemps. Cette histoire de harcèlement des femmes, déclenchée par l'affaire Weinstein. Hein. Et je trouve qu'elle était d'autant plus intéressante qu'elle arrive à un moment de notre histoire contemporaine où, pour la première fois, c'est devenu planétaire. C'est-à-dire, avant, dans ce genre de phénomène un peu culturel, avant, ça touchait juste l'Occident, en fait. C'est-à-dire, c'était des questions de pays occidentaux, Europe, États-Unis, éventuellement, 2-3 trucs, quoi. Puis là, on a senti que c'était la planète entière qui était concernée par cette histoire. Comme si c'était devenu un enjeu qui concernait l'humanité, en fait. Il n'y en a pas tellement, en fait. Parce que bon, il y a eu l'affaire du 11 septembre, les attentats du 11 septembre, ça a touché la planète entière, mais c'était sur une question politique et éventuellement religieuse et tout ça. Mais là, c'est une question sociétale, donc culturelle, et ça m'a assez fasciné, quoi. Et j'ai eu envie de le raconter, en fait. Et donc très très vite, ça s'est mis en place, l'idée que j'avais envie... Alors, je voulais pas que ça se passe dans le cadre du travail, parce que je trouvais ça un peu stéréotypé, quoi. Du coup, des femmes qui sont harcelées dans le milieu du travail, c'est vrai, c'est nul, c'est quelque chose dont il faut parler, mais je te dis, je pense que les documentaires sont plus appropriés pour ça. Et puis, donc, très vite, j'ai eu envie de placer cette question-là dans le domaine de la vie intime. Et comme je voulais en plus que ma fille participe et que je voulais lui donner un rôle important, assez rapidement, ce scénario à 3 personnages s'est mis en place. Et puis il y a eu aussi une autre chose, c'est que j'ai ressenti le besoin de partir avec une équipe un peu nouvelle, en fait. Pas parce que j'aimais pas toutes les personnes avec lesquelles j'avais travaillé jusqu'à présent, mais parce que je me disais que ça serait une opportunité pour moi de me renouveler et puis de pouvoir explorer une autre façon de travailler ou d'aller plus loin d'une certaine façon de travailler. Parce que aussi l'avantage quand on travaille avec des personnes qu'on connaît moins, c'est que on a tendance à plus se surprendre, on a tendance à parfois être plus téméraire, plus inventif, et ça s'est justifié, ça s'est comment dire, j'espérais ça et ça s'est passé. Donc à partir du mois de février, j'ai écrit mon scénario et au départ j'avais le projet de le filmer moi-même. Et puis finalement, à un moment donné, je me suis dit je vais quand même me donner une chance de chercher un directeur photo.
Et puis j'ai fait des recherches sur Internet, tout simplement. Et j'ai trouvé André Paul, on s'est rencontrés, on s'est compris très vite. Et puis je me suis dit, c'est encore mieux si je peux confier, la direction photo à quelqu'un d'expérimenté, ça sera encore meilleur. Et puis en plus, moi, ça va me soulager sur la création du film, parce qu'on a beau dire, quand on a la caméra, c'est très prenant quand même, quoi. Donc ça va si on a un scénario qui est déjà élaboré, mais comme je voulais élaborer mon scénario un peu au fur et à mesure, je voulais être très concentré sur ça. Et puis j'ai eu la chance de tomber sur André Paul, qui en plus a fait un travail magnifique. Donc, ça, je veux dire que j'ai été verni sur le projet, parce qu'à chaque fois que des personnes sont rentrées dans le projet, ça a été que des personnes ultra compétentes, avec un super état d'esprit et tout. Enfin, c'est vraiment merveilleux, quoi. Parce que c'est sûr que ça compte, hein. Moi, j'étais à la base de l'organisation du projet, j'essayais d'être un peu chef d'orchestre de tout ça, quoi. Mais si les musiciens sont pas bons, ça donnera que dalle, hein. Donc ça, ouais. Donc ça, c'est. Et puis les acteurs, ça s'est passé un peu différent. Au départ, ça devait pas être tout de suite. Enfin, j'avais réfléchi à plusieurs acteurs et puis assez rapidement, je me suis dit que je voulais que ce soit des personnes différentes. Donc c'est mon ami Mohsen, avec qui j'avais travaillé sur un précoup, qui m'a fait connaître Ayana. Et Ayana m'a fait connaître Stéphane. Et ensuite, grâce à leur agence artistique, j'ai pu avoir tous les acteurs de soutien. Et alors les acteurs de soutien, par un espèce d'effet cosmique improbable, ils étaient tous parfaitement castés. Ils sont tous arrivés, ils étaient le personnage. C'est complètement incroyable, là, toutes les personnes qui sont venues sur ce film. Et ça, c'est quelque chose qui comptait beaucoup pour moi, c'est que je voulais beaucoup d'acteurs de soutien. Je voulais beaucoup faire vivre des situations avec des acteurs de soutien. C'est vraiment, je voulais que le film s'enrichisse de ça. Je voulais vraiment pas qu'on soit replié que sur les 3 acteurs, quoi. Donc du coup, c'est un film qui a pris une ampleur à mesure que je le préparais chaque jour, pendant 2-3 mois. Puis toi, tu as été là avec moi aussi. C'était bien parce que ça m'a permis de... Tu sais, c'est un peu comme si à chaque fois qu'on se voyait, il fallait que j'avais bien préparé mon affaire pour te dire où on en était. Parce que c'est important d'avoir des interlocuteurs dans un projet. Même si on n'est pas nombreux, on ne peut pas être complètement tout seul, parce que pour construire quelque chose, et quand tu fais une petite organisation comme ça, une petite entreprise, on a besoin d'avoir des collaborateurs très proches avec qui on peut partager ce qu'on vit, et c'est vraiment important, quoi. Donc c'est vrai que pendant la préparation, ça m'a bien aidé de savoir que je travaillais, puis qu'on se voyait souvent, que voilà. Mais jamais j'ai fait un film aussi rapidement, quoi. Et je pense que ça a marché pour une seule raison, en fait. Ça a marché parce que j'étais inspiré. Parce que si on n'est pas inspiré, ça marche pas. L'inspiration, c'est la seule chose qui permet de soulever une montagne, en fait. Parce qu'il y avait vraiment une montagne à soulever là. Je crois que j'ai atteint des sommets de fatigue pendant le tournage là que j'avais jamais atteint derrière. Pendant plusieurs jours après, mon corps était vidé, quoi. Mais bon, vidé, c'est cool, hein. Voilà. Le montage du film révèle quelque chose d'assez inattendu, dans le sens où c'est pas qu'un film sur le harcèlement. Il semblerait que ce soit un film vraiment sur le deuil, en fait. Ce qui ne m'étonne pas tellement, finalement. Mais de toute façon, au tournage, j'arrêtais pas de prévenir tout le monde, j'arrêtais pas de dire vous allez voir, le fait d'avoir cette combinaison de personnages à 3 là, entre le père, le personnage interprété par Ayana et la petite fille, donc interprétée par Natacha, ça va introduire une complexité dans l'histoire qui fait qu'on n'aura pas uniquement un film sur le harcèlement. Mais non seulement je ne suis pas étonné, mais je suis bien content. Parce que j'avais pas envie de faire juste un film sur le harcèlement. Je veux dire, à la limite, si c'est juste un film sur le harcèlement, un documentaire est presque plus approprié. Tu vas interroger des femmes qui ont vécu ça, et puis tu peux avoir des choses très intéressantes au niveau de leur témoignage, tu vois.
Donc quel est le but d'un film de fiction? C'est d'introduire de la complexité, c'est-à-dire ce qui m'intéressait c'était de montrer que le harcèlement c'est pas uniquement le fait d'un individu isolé qui d'un coup décide de harceler les femmes. Je pense que c'est plus moi ce que j'ai recherché à faire c'était de montrer que ce père n'est pas qu'un harceleur de femmes, mais c'est aussi un père. Et c'est aussi un homme qui a vécu un deuil. Et c'est marrant parce qu'Ayana m'a dit un truc aussi, elle m'a dit le personnage de Stéphane visiblement est pas seulement un connard, quoi, enfin c'est un mec, il a une humanité. Et pourtant j'ai bien fait exprès de pas trop lui donner d'humanité parce que je voulais pas lui donner d'humanité trop. Parce que je voulais pas brouiller mon message, tu vois, en commençant à montrer que oui, il harcèle les femmes, mais c'est quand même un mec des qualités. Non, je m'en fous de ça, je voulais pas du tout montrer ça. Mais il a une humanité dans le sens où d'abord l'interprétation de Stéphane est tellement naturelle que forcément une humanité est apparue, quoi. Mais justement, je trouve ça intéressant parce que le film n'était pas la description d'un méchant caricatural qui allait juste aller s'en prendre aux femmes, non. Donc en fait du coup il y a un mélange de deux thèmes qui est le thème du deuil et le thème du harcèlement. Mais le thème du harcèlement se glisse à l'intérieur du deuil parce qu'en fait on se rend compte que le père, donc Karl, le personnage de Karl, lui aussi vit un deuil. Et ça, je dois dire que c'est une dimension qui m'avait peut-être un peu échappé. C'est qu'une fois que le film est monté, on s'aperçoit que lui aussi, quelque part, il souffre. C'est pas parce qu'il aimait sa femme, forcément, mais que la relation qu'il avait avec sa femme était tellement douloureuse que lui aussi vit un deuil. Et qu'apparemment, Ayana, elle a dit, on dirait que depuis la mort de sa femme, le gars, il dévisse, en fait. Il se met à avoir un rapport aux femmes qui devient malsain et mauvais. Et donc en fait, l'idée c'est, moi je pense que ça reste un film sur le harcèlement, parce que le deuil en soi, pour moi c'est un véhicule. C'est pas un sujet en soi, quoi. On dirait décidément le son là. Au tournage, on avait ça déjà. Pour moi, le deuil peut pas être un... Je pense pas qu'on puisse véritablement faire un film sur le deuil, parce que sinon, d'abord, on prend le risque de faire un film qui est pas regardable, parce que ça pourrait juste être ennuyeux, quoi. Donc en fait, le deuil, mais ce qui est dingue, c'est que finalement, les trois personnages sont dans le deuil, en fait. Et en fait, le harcèlement prend une dimension encore plus tragique parce que il prend forme à l'intérieur d'une cellule à trois personnages. Donc la petite fille, elle est à l'extérieur de cette affaire de harcèlement, mais elle sent que son père fait des choses pas bien, quoi. Elle le lui dit d'ailleurs. Donc en fait, l'idée c'est que à l'arrivée, le film est hyper émotionnel. Le montage donne... moi-même, quand on a eu fini le premier montage, la fin m'a fusillé, quoi. Ça m'a flingué, je suis resté tétanisé, j'ai pleuré, quoi. Et je m'y attendais pas parce que bon, dans le fond c'est quand même ma fille qui joue, mais il y a une espèce de vérité qui s'est dégagée de ça là, je suis assommé en fait. Ça fait depuis la fin du montage, je suis hagard en fait. J'ai l'impression d'avoir manipulé un matériel, pas qui me dépasse parce que je sais ce que je faisais, mais par contre qui s'en prend à moi émotionnellement et j'arrive pas complètement à prendre de distance pour le moment. En fait, le film est vraiment la récompense de ce travail. C'est vraiment un film indépendant à l'état pur, quoi. Parce que toutes les qualités du film proviennent de la possibilité que j'ai eue de tout contrôler, non seulement dans la globalité du projet,
mais dans le détail au dernier moment. Parce qu'en fait, ce qui fait la différence avec un film indépendant, les gens ne le savent peut-être pas, c'est que plus une machine de production est grosse, et moins tu peux t'adapter à la dernière seconde. Et là, ce qui a été vraiment génial, c'est que j'ai pu adapter au fur et à mesure les personnages, les dialogues. C'était un petit travail d'orfèvrerie de dernière minute. Et ça n'a pas été fait dans la panique, ça a été fait dans la réflexion. J'étais hyper concentré sur ce que je faisais et les choses me venaient spontanément. Et franchement, j'ai juste envie de faire des films comme ça, quoi. C'est tellement extraordinaire, quoi. Et les acteurs sont pénétrés de ça. C'est saisissant comment ils sont naturels. Vraiment, je suis tellement heureux de ça, quoi, vraiment. D'abord, les acteurs, il y a 3 acteurs principaux. Il y a Ayana, qui joue le personnage de Maya. Il y a Stéphane, qui joue le personnage de Karl. Et Natacha, donc la petite fille qui joue le personnage de Cassie, quoi. Il y a 2 catégories de relations là, parce que la relation que j'ai eue avec ma fille est forcément pas exactement la même qu'avec les acteurs, parce que les acteurs, eux, ils ont un passé d'acteurs derrière eux, ils ont déjà travaillé avec d'autres réalisateurs, et c'est pas la même chose que Natacha, qui elle n'a jamais fait d'autres films qu'avec moi, et en plus je suis son père, et je sais que les choses que j'ai pu obtenir avec Natacha, je les ai obtenues aussi parce que je suis son père. Et aussi parce qu'elle a une compréhension intuitive de ce qu'il faut faire, qui est absolument fascinant pour une fille de 9 ans. J'ai pu lui demander des concepts émotionnels ou même des concepts de vie. Je ne pense pas qu'elle les comprenait intellectuellement, mais elle les comprenait émotionnellement. Et du coup, elle a réussi à les traduire d'une façon vraiment géniale, quoi. Et ce qui est super avec Natacha, c'est que je sais quand elle est vraie, ou quand éventuellement elle ne l'est pas. Il y a eu des moments où forcément elle n'est pas toujours exactement. Ouais. Je disais, donc le travail d'acteur avec Natacha, ça a été un mélange entre son talent intuitif, sa capacité à jouer juste et à être naturel, et le fait que, comme c'est ma fille, je savais comment lui donner des indications. Parce que c'est pas des indications d'acteur, je peux pas lui donner des indications d'acteur parce qu'elle a pas de formation par rapport à ça, elle est uniquement dans l'instinct des choses, quoi. Donc à ce niveau-là, ça s'est extraordinairement bien passé. Mais bon, moi je peux être le meilleur metteur en scène du monde. Natacha sait faire ça et c'est génial, quoi. Bon. Maintenant, la relation avec Ayana et Stéphane, alors moi ce que je crois deviner, c'est que 80% de la mise en scène, de la relation metteur en scène acteur, c'est fait sur le mimétisme avec moi, en fait. Et alors c'est encore plus flagrant avec Stéphane, parce que Stéphane m'a absorbé en tant que personne, et il est devenu moi, quoi. C'est-à-dire je lui ai donné mes mots, ma façon de parler, ma façon de se déplacer, ma façon de réagir, et il a absorbé ça d'une façon qui est tellement saisissante que quand moi je regarde le film, ça me crée un effet de miroir avec moi-même qui est wow, c'est super bizarre, quoi. Et donc du coup je dirais que au-delà de sa capacité d'acteur c'est un super acteur, quoi. Il est physique, sa voix est intéressante et tout ça, mais il a su traduire le personnage à travers moi, et ça j'ai trouvé ça génial, parce que finalement un auteur, c'est ça, un auteur, qu'est-ce qu'il espère? Il espère que les acteurs vont être capables de ressentir l'auteur et le metteur en scène, et c'est ce qu'il a fait, et ça j'ai trouvé ça génial, quoi. À côté de ça aussi, le fait que je lui ai donné les dialogues à la dernière minute, j'ai écrit les dialogues sous ses yeux, il n'avait pas de capacité de réflexion, il n'était pas dans la réflexion des choses, il était uniquement dans... il prenait les choses et il les redonnait instantanément, c'est-à-dire qu'elle n'avait pas le temps d'être pensée, filtrée, analysée. Et ça, c'est une méthode de travail qui est assez géniale, parce que quand tu donnes un scénario dialogué à un acteur, plusieurs semaines, plusieurs mois à l'avance, il travaille dessus, il se prépare,
il en fait quelque chose qui peut être très bien, parce qu'il y a de très grands films qui ont été faits comme ça, hein. Mais on casse tout ce qui est intuitif. C'est-à-dire l'acteur arrive, il est déjà chargé de quelque chose qui fait qu'il va être moins souple. Et là, la souplesse des acteurs provenait du fait qu'ils avaient les dialogues à la dernière seconde, et je dirais même mieux, ils avaient même les situations de jeu à la dernière seconde. Parce que moi, je rappelle que le scénario faisait 13 pages, et que je n'avais que la description des scènes, mais je n'avais même pas les situations de jeu. Les situations de jeu, je les trouvais au fur et à mesure en fonction de ce que j'avais déjà pu tourner. Donc j'ai essayé d'être très inventif au niveau des décors, j'ai essayé de trouver beaucoup de décors différents, beaucoup d'extérieurs parce que je ne voulais pas qu'on soit enfermé, je voulais que ça respire. Et donc les acteurs se retrouvaient un quart d'heure avant de tourner la scène, ils ne savaient pas où on allait la tourner, dans quel décor, avec quel accessoire et avec quel dialogue. Alors d'un coup quand ils avaient ça en eux à donner, en plus du fait qu'ils ont du talent, ça a été formidable, quoi. Et je pense que ça a été une expérience assez intéressante pour eux parce que je pense qu'ils n'avaient jamais travaillé comme ça. Et je pense qu'il en restera quelque chose pour eux aussi. Moi, sur tous les films que j'ai fait jusqu'à présent, je sentais que c'était une démarche vers laquelle j'allais, quoi. Et puis, alors avec Ayana, c'est un peu différent parce que Ayana, c'est une fille, donc elle n'a pas pu être moi, quoi. C'est logique. Mais elle a trouvé sa musique à elle, sa façon d'être, son naturel est incroyable et elle est vraiment lumineuse, quoi, dans le film. Son personnage alterne entre une forme de souffrance parce qu'elle est harcelée par ce bonhomme là, et en même temps elle a un dilemme qui fait qu'elle ne peut pas s'en aller, elle ne peut pas se sortir des griffes de cet homme qui lui fait du mal parce qu'elle ne veut pas abandonner la petite fille. Donc en fait ça c'est vraiment au cœur du film, c'est l'idée de se dire que le problème dans la vie c'est qu'on ne peut pas se débarrasser si facilement du mal, parce que le mal est souvent imbriqué dans le bien, quoi. Sinon ça serait facile, quoi. Et justement Ayana a réussi à rendre ça, quoi. C'est-à-dire la relation qu'elle a avec la petite fille est tellement lumineuse et la relation qu'elle a avec cet homme est tellement douloureuse, quoi. Et elle a vraiment réussi à montrer ces deux aspects, quoi, d'une façon qui m'étonne et qui m'impressionne. Vraiment, vraiment. En fait, il y a aussi un autre aspect qui m'a vraiment intéressé dans la fabrication de ce film, c'est que j'ai l'impression d'avoir poussé encore plus loin ma méthode de travail que j'avais déjà un petit peu initiée dans Après coup, dans mon film précédent. Parce qu'en fait, sur mon film précédent, j'avais peut-être un 15-20% du film qui avait été fait selon la méthode que j'ai utilisée à 100% dans Me touche pas, quoi. Et je pense que si j'avais pas fait Après coup avant et que je m'étais pas initié à cette façon de travailler, je pense que j'aurais pas pu la faire avec autant d'aisance là. Ce que je trouve vraiment incroyable, c'est que dans Me touche pas, là, avec la mise en scène, d'abord c'est un film qui s'est fait sur une très courte durée, 14 jours, ce qui est absolument incroyable, parce qu'on a quand même réussi à réunir 25 heures de rush en 14 jours. On a fait un long métrage, quoi. Je veux dire, comme je te disais, le premier assemblage faisait presque 2 heures. Et avec un tout petit scénario, mais un scénario quand même très précis. Très très précis. Et je recommande vraiment ça à des personnes qui peuvent débuter dans la mise en scène. C'est que même s'ils ont un scénario dialogué qui peut faire une centaine de pages, c'est vraiment génial d'être au tournage avec un tout petit scénario, c'est-à-dire un scénario sans dialogue, avec juste les indications de base de la scène tournée. Parce que du coup, on a une vision d'ensemble de ce qu'on est toujours en train de faire. J'ai jamais perdu ma vision d'ensemble. Et ça m'est arrivé sur des films où j'avais des gros scénarios entre les mains, comme l'affaire Kate Logan, où j'avais 120 pages à manipuler. Et tu sais, d'un coup, tu avais une scène qui faisait 3 pages, et puis il fallait retourner en arrière, mais tu sais, il faut toujours se rappeler, mais où t'es, quoi, là-dedans, quoi, tu vois. Et là, sur un scénario de 13 pages, sur une page, tu peux quasiment avoir 10 minutes de film sur une page, quoi. Donc tu as une vision d'ensemble, c'est extraordinaire, quoi. Et puis surtout, ça m'a permis de me rendre compte, parce qu'il y a eu 2-3 scènes que j'ai fusionnées, je me suis rendu compte assez facilement du coup qu'il y avait des scènes que c'était pas la peine de les tourner.
parce que quelque part je les avais déjà tournées, et surtout j'ai fusionné des scènes, c'est-à-dire il y avait des scènes, par exemple scène 13, 14, 15, je me suis aperçu que tout ça c'était un peu le même bloc et que ça suffisait de faire une seule scène avec le même contenu en fait. Et ça, je pense que c'est quelque chose que j'aurais pas forcément vu si j'avais été, tu vois, empêtré dans un gros scénario, tu sais, où la scène 13 avec 2 pages de dialogue, puis la scène 14 avec 3 pages de dialogue. Tu sais, d'un coup, je me serais pas rendu compte que c'était redondant. Et là, j'ai vu tout de suite que c'était redondant, j'ai pas eu besoin de le tourner. Donc, ce qui fait qu'en fait, c'est ultra efficace. Ça permet d'aller très vite dans ce qu'on fait, quoi. Donc, ouais, à l'avenir, quoi qu'il en soit, j'aurai toujours un deuxième scénario sous la main, comme ça, là. Que dire d'autre? Plus de liberté, donc. Pardon. Ben, écoute, moi, ce que je trouve vraiment super, c'est que la liberté, c'est quelque chose qui a un prix. C'est le prix de la préparation, en fait. C'est-à-dire, c'est un gros cliché de dire que plus tu es préparé, plus tu seras libre au tournage, c'est vrai. Bon, sauf que là, j'ai vraiment poussé très très loin le raisonnement, parce que je me suis pointé au tournage avec un scénario de 13 pages, sans situation de jeu, sans dialogue, mais on a fait quand même des scènes préparatoires, on s'est rencontrés quand même assez souvent avec les acteurs, mais pas trop, parce que je voulais pas trop. Tu vois, il y a une scène qu'on a travaillée, la fameuse scène 51, qui est une scène clé du film. En fait, cette scène m'avait permis de me rendre compte de ce que je devais pas faire, de ce qu'il fallait pas faire avec cette scène. Et en fait, quand on l'a répétée, ça a été instructif à ce niveau-là, parce que moi j'ai pu réfléchir sur ça, et surtout elle m'a servi de base pour toutes les autres scènes. Parce que tu sais, quand on s'est rendu là, rue Sherbrooke, là, pour faire la scène là, où il se part un peu, c'était une scène qui était assez intense à faire, et ça m'a permis de voir comment les acteurs pouvaient se comporter dans leur jeu. Et ce que je trouve vraiment incroyable, c'est que ce jour-là, on n'avait pas fait du très bon travail, quoi. Faut pas le dire, c'était pas top, quoi. C'était un peu confus, etc. Et quand on voit ce que la scène est devenue au tournage, elle est devenue dense, elle est devenue précise, elle est devenue... Il y a tout qui s'est tout s'est réuni pour que ça fonctionne. Mais je pense que ça a été très utile pour moi d'aller sur les lieux réels avec les acteurs quelques jours avant le tournage pour me rendre compte de certaines choses à ne pas faire. Donc c'était très utile, ça, c'était très utile. Et puis je me suis rendu compte aussi qu'il y a eu la magie du tournage, parce que les acteurs, tu peux les préparer tant que tu veux. Et le réalisateur, c'est pareil, il peut se préparer tant que tu veux. Et à un moment donné, les choses se font au tournage. Les choses se font au tournage parce qu'il y a quelque chose de sacré à mettre en boîte les choses, à les filmer, on sait qu'on n'a plus droit à l'erreur, on sait qu'il faut qu'on soit précis, il faut qu'on aille droit au but, il faut qu'on soit sobre dans le jeu. Il y a tellement de contraintes qu'on connaît qui fait que d'un coup, il y a tout qui se ramasse pour devenir bon. Il y a aussi un aspect vraiment que j'ai beaucoup travaillé dans le film, c'est que comme c'est un film indépendant et un film d'auteur, j'ai voulu éviter le côté film chiant, qui se passe uniquement dans des intérieurs, avec des situations uniquement de dialogue, où les gens s'enferment dans une pièce pour se raconter des trucs. C'est vraiment pas ce que je voulais. Et en fait, j'ai privilégié beaucoup dans la mise en scène, j'ai mis beaucoup d'importance avec les décors, en fait. Et ce qui était génial, c'est que les décors, moi-même, je les avais pas prévus à l'avance. Je savais que je disposais de toute la maison où on tournait et de tout le quartier, en fait. J'avais présent à l'esprit le quartier dans lequel on tournait. Les parcs, les rues, les bâtiments, les ruelles, les aires de jeu, enfin, j'avais tout ça à l'esprit. Et 10 minutes avant de tourner la scène, je disais on va aller la tourner à tel endroit. Ce qui fait que ce qui était intéressant, c'est que quand on arrivait sur le décor, tout était frais. Le décor était frais, c'est pas un décor que j'avais trop réfléchi. Les acteurs arrivaient sur le décor, ils prenaient possession en 2 minutes du décor, on prenait les dialogues, etc. Ce qui fait qu'il y avait une telle fraîcheur quand on commençait une scène que du coup on ne pouvait que donner quelque chose de fort et de nouveau, parce que rien n'avait été abîmé ou usé avant par trop de préparation ou trop de connaissance des choses.
Et surtout, mais bon, moi quand j'ai commencé ce tournage-là, c'était vraiment, c'est vraiment, comme on dit, se foutre à l'eau, quoi. Parce que ça s'est ultra bien passé, mais ça aurait pu ultra mal se passer. Et je pense que je ne peux pas recommander complètement ce genre de tournage à quelqu'un qui n'a jamais fait de film avant, quoi. Parce qu'il faut des balises de sécurité, quoi. Il faut savoir où on se place par rapport à ça. Et là, ce que je sais, c'est que j'ai une relative confiance dans ma capacité à vivre, à trouver des solutions assez rapidement dans des situations de tension et de stress. Donc ça, il faut quand même le mettre à l'épreuve avant. Mais si tu sais gérer ça, après ça peut aller vite. Et puis j'ai eu une totale confiance des acteurs et de l'équipe qui m'a tellement aidé, quoi. André Paul à la caméra, mais c'était formidable, quoi. Je veux dire, je lui demandais des choses qui n'étaient pas toujours faciles, il les exécutait comme ça, quoi. Comment on décidait les cadres, les déplacements de caméra, la lumière, il faisait des mises en place qui étaient tellement rapides, mais c'est tellement ce que tu peux rêver quand tu es un réalisateur, c'est-à-dire, si tu n'as pas de perte de temps, c'est-à-dire tu as une idée et elle se met en place quasiment tout de suite. T'as pas le temps de gamberger, de dire « Ah, ça fait chier, ça fait déjà 20 minutes qu'on a décidé de cette scène, elle avance pas, etc. » On se foutait à l'eau très vite. Et ça, donc, le travail d'André Paul a été remarquable. Effectivement, Justin Hosson s'est adapté très vite aussi. Il a suivi le mouvement, il s'est mis dedans tout de suite aussi. Pourtant, il n'avait pas une très grosse expérience, parce qu'il faut dire que quasiment il sort de l'école, quoi. Mais je veux dire, il a eu une formation sur le tas à 250 km/h, puisqu'il s'est retrouvé dans plein de décors différents. Et effectivement, on a eu beaucoup de problèmes à gérer au niveau du son. Et ça, c'est normal, ça vient avec ce genre de projet. Parce que c'est sûr que si tu tournes en studio, ou si tu tournes dans des décors où tu as du budget, oui, tu peux placer des assistants à chaque extrémité d'une route, empêcher les voitures de passer. Oui, on peut tout empêcher. Et puis après, on se retrouve avec un son nickel, mais est-ce qu'on se retrouve vraiment avec des scènes super intéressantes? Je suis pas sûr, quoi. Parce que l'organisation, moi je sais, pour avoir connu un tournage où j'avais eu droit à ça, j'avais aussi droit à un film où j'avais 10 camions semi-remorques, et je pouvais pas tourner dans les axes de caméra que je voulais. Les mises en place de plateau, ça prenait 2 ou 3 heures. Tu peux faire du travail spontané dans ces conditions, c'est impossible, tu peux pas travailler comme je travaillais là, quoi. Donc oui, c'est pas grave, on a eu des problèmes de son qui sont finalement assez gérables. Parce que là, tu vois, avec Justin, on a fait un prémix là, pour la première version de montage. Il y avait un joli bordel dans le son, il faut quand même le dire. Mais finalement, la plupart du temps, quand les problèmes de son ne se placent pas sur les lignes de dialogue, parce qu'on a quand même essayé de faire gaffe à ça, bah, on arrive à nettoyer quand même. Et puis bon, au pire, tu as une auto qui passe au moment où la ligne de dialogue se dit... c'est comme ça dans la vie, quoi. Enfin, si on comprend le dialogue, c'est pas grave. Je veux dire, à la limite, t'as des monteurs son qui font exprès de faire ça pour donner de la vie à un film. Ils ajoutent des sons pour créer de la vie. Alors bon, nous, la vie, on l'avait, quoi. Mais ça, je veux dire que ça a été la principale source de stress du tournage, ça a été le son, parce que comme on a beaucoup tourné en extérieur, d'ailleurs, toi, tu l'as vécu. Donc, je rends hommage aussi à ton travail d'assistant, d'ailleurs, qui était vraiment super. Bah écoute, ça m'a beaucoup soulagé parce que j'avais beau avoir beaucoup prévu le film, on n'avait pas de script non plus, donc il fallait que je sois très vigilant avec ça au niveau des costumes, des accessoires et tout ça. Mais le fait que tu te sois occupé du plateau comme ça là, avec l'équipe technique là, ça m'a vraiment beaucoup soulagé. Je dois dire que alors là ça, j'ai beau avoir eu plein de casquettes sur le film, si j'avais eu celle-là en plus, là je pense que c'était trop là, j'aurais pas réussi. J'aurais pas réussi à me concentrer sur les choses essentielles qui étaient quand même la mise en scène, quoi. Enfin, malgré tout ce que j'avais à faire, j'avais quand même le sentiment qu'au moment où on tournait, je me sentais juste metteur en scène. Je me sentais pas harcelé par des questions d'organisation. Mais par contre, je me levais très tôt le matin, j'étais levé quasiment à 4h du matin, et on va dire de 4h à 8h, c'est le moment où on tournait la première scène. On va peut-être attendre un peu. Ah oui. Ce qui est intéressant, c'est que, donc je disais, je me levais le matin à 4h, je faisais pas beaucoup d'efforts parce que mon cerveau me réveillait à 4h. J'avais une telle tension nerveuse que
qui n'était pas forcément du speed, mais de la tension nerveuse, qui fait que de toute façon, je n'arrivais pas à dormir très longtemps. Donc de 4h à 8h, je faisais de la production en fait. C'est-à-dire je réunissais mes accessoires, je réfléchissais aux scènes du jour, mais pas trop, je voulais pas trop voir à l'avance, parce que je voulais pas abîmer les choses. Mais disons que je préparais la nourriture pour les repas de midi, des trucs comme ça. Mais ce que je trouve quand même, comment dire, en étant producteur du film, là, je me rends compte à un niveau, c'est que la production était tellement imbriquée dans la réalisation que c'était pas comme si c'était un poste indépendant. Tu sais, sur un gros film à budget, la production c'est vraiment un poste qui est quasiment presque indépendant de la mise en scène, de la réalisation. La production est là pour apporter les ressources nécessaires pour faire le film, mais c'est quelqu'un qui doit s'en occuper avec une équipe, etc. Mais moi, la production, là, j'avais vraiment le sentiment à chaque seconde que j'étais à la recherche des ressources nécessaires à ma mise en scène, en fait. Et le fait que je ne sois pas obligé de transmettre à une autre personne quels étaient mes besoins ou mes envies, ça a été une expérience très forte parce que tout était lié en fait. C'est-à-dire en fait, la production, les accessoires, les décors, les vêtements, l'écriture des dialogues, l'écriture des situations, la mise en scène, tout ça ne faisait qu'un à l'intérieur de moi. Ce qui fait que il y avait une cohérence. La cohérence, c'était moi-même. Pas dans un sens nombriliste, tout doit venir de moi. Mais au moins, il y a une cohérence. Et ce que je trouve assez regrettable aujourd'hui, c'est qu'il y a une telle division du travail dans la fabrication des films aujourd'hui, qui est rendue nécessaire par le fait que c'est une entreprise d'envergure, un film, surtout quand il y a des budgets, quoi. Mais le truc, c'est qu'en fait, l'organisation du travail qu'on avait mis au point à Hollywood à un moment donné, c'était nécessaire pour des films à 100 millions de dollars avec des effets spéciaux, 150 figurants, 3000 figurants par-ci. Bon. Mais le problème, c'est qu'on applique ces façons de faire à des petits films à 2 millions maintenant. C'est super ridicule. Ce qui fait qu'en fait, on tue tout, quoi. Parce que c'est comme si on arrivait avec un gigantesque tracteur pour tondre une petite pelouse grande comme ça, quoi. C'est trop. On donne des ressources de production qui sont disproportionnées avec la mise en scène et avec l'échelle du film qu'on est en train de faire. Ce qui fait que ça marche pas, quoi. Et moi, ce que j'aime là, c'est que j'ai pas eu à subir la division du travail. J'ai eu à être cohérent en tant qu'auteur. J'avais une cohérence. Alors ça, je peux revendiquer le film à 100%, qu'il soit bon, mauvais, qu'il plaise ou qu'il plaise pas. Alors ça, je peux pas dire que c'est pas mon film, quoi. Et c'est vachement important parce que on se sent vraiment auteur du film, et je trouve que les auteurs sont brimés aujourd'hui. Les auteurs sont brimés par la fabrication des films. Ils sont brimés dans la recherche de financement, ils sont brimés dans le contenu de leur scénario. On les brime au moment de la réalisation. Moi, j'ai connu un film entier où j'avais de l'argent, où on m'a brimé. Mais brimé, pas une victime, mais je me suis senti brimé. J'ai l'impression que j'ai pas pu exprimer toute l'étendue de mon travail d'auteur. Et là, j'ai pu le faire. Chose rare aussi sur un petit film comme ça, d'ailleurs même j'ai jamais eu ça sur d'autres films, la post-production du film a commencé, on peut dire quasiment le lendemain de la fin du tournage, si bien que je me suis presque retrouvé dans une situation un petit peu délicate, que je m'étais pas encore complètement défait du tournage, autant en tant qu'expérience. Et c'est important ce petit moment là, tu sais, où tu as fini le tournage, où les acteurs avec lesquels tu as travaillé doivent devenir des personnages et cesser d'être des acteurs. C'est important, c'est un travail qui se fait tout seul, dans la tête, mais ça nécessite un peu de temps. Alors heureusement, il y a eu un petit travail préparatoire qui a été fait par Féroé. Elle a fait la synchronisation des rushs, donc ça a pris quelques jours. Et mais la mise en place des choses a pris, on va dire, une toute petite semaine, qui m'a permis, moi, finalement, de faire mon travail de transition entre le tournage et le montage. Parce que je veux dire que ça m'est jamais arrivé à ce point-là d'entamer le tournage si vite. Et surtout, comme Féroé avait fait la synchro, je suis arrivé directement sur des rushs qui étaient synchronisés, ce qui fait que j'ai pu les regarder tout de suite, quoi. Ça, c'était assez incroyable.
Et très vite, mais alors très vite, j'ai pu regarder les rushs en oubliant le tournage. Ça, c'est une question d'habitude aussi. J'ai l'habitude maintenant, donc j'arrive à... Mais déjà, alors que c'était quelques jours auparavant seulement le tournage, déjà, je percevais déjà les rushs différemment de ce que je les avais perçus dans le retour vidéo au tournage. Parce qu'en fait, quand on est au tournage, on est pris par tellement de choses que notre cerveau est accaparé par plein de choses qui débordent de ce que tu as dans le retour vidéo en tant qu'image, quoi, tu vois. Mais quand tu es en salle de montage et que tu regardes tes images, tu n'es plus dans les problèmes du tournage. Tu as juste affaire à une image. Et tout ce qui est dans le cadre, c'est ce qui compte, c'est tout. Qu'est-ce qu'on a filmé? À quoi ça ressemble? Qu'est-ce que c'est? Et donc très vite, j'ai vu des personnages et je me suis senti vraiment d'attaque pour commencer le montage. Et alors là où ça s'est vraiment très bien passé, c'est que j'ai eu la chance avec Clara Merveille, la monteuse, que je ne connaissais pas aussi, que j'ai trouvé en faisant des recherches comme André Paul, quoi. C'est-à-dire en allant sur internet, en regardant un peu ce qu'elle avait fait. D'abord, je voulais que ça soit une fille, enfin une femme, on va dire. Je voulais que ça soit une femme, parce que je voulais une sensibilité féminine, compte tenu du sujet qui était très émotionnel, aussi bien au niveau du harcèlement que la relation au deuil par rapport à la petite fille. Moi, en tant qu'homme, je sais comment j'étais capable de réagir par rapport à ces choses-là, mais j'avais besoin de la sensibilité d'une femme pour me donner son impression. Et c'était très important parce que justement, quand j'ai cherché un monteur sur le film, il y avait un monteur qui était assez expérimenté, d'ailleurs je ne dirais pas son nom, mais il était assez expérimenté, il était tout à fait disponible pour faire le montage, et puis finalement j'ai préféré prendre Clara, parce que je voulais vraiment que ce soit une femme. Je ne me voyais pas avec un film comme ça partir au montage en étant deux hommes derrière la console de montage. C'est impossible. Alors là, ça m'effraie à l'avance, quoi. Parce qu'il y a des choses, d'ailleurs je le voyais bien, parce que quand on montait le film, la perception de certaines choses était parfois masculine, parfois féminine, et j'étais très content d'avoir le retour de Clara sur la question. En tout cas, son ressenti, quoi. Mais, et ça c'est quand même important, c'est que très vite on s'est rejoint sur ce qu'on était en train de faire, et finalement très vite on a fait le même film. Clara a été formidable parce qu'elle travaille très vite, elle comprend très vite les situations, elle a monté le film que j'avais dans la tête, vraiment. On s'est retrouvé très vite avec un assemblage qu'on a pu visionner, ça a été très, très, très émouvant d'ailleurs de voir toutes ces scènes assemblées, parce que en fait on a travaillé scène par scène, numéro par numéro, et en fait j'ai fait une chose que j'avais jamais fait avant, mais dont je soupçonnais que ça allait être super intéressant, que je recommande énormément, c'est de ne pas donner le scénario au monteur. J'ai pas donné le scénario, elle connaissait vaguement l'histoire mais sans plus. Je lui ai dit, tu vas prendre toutes les scènes avec les numéros de scène, et puis tu vas les mettre dans l'ordre, et puis on va les faire une par une, et tu vas découvrir les scènes en même temps que tu regardes les rushs. Et petit à petit, l'histoire va se mettre en place dans ta tête. Ce qui fait que tu vas aborder le montage sans aucun préjugé. Et je lui dis, moi, ça c'est très précieux pour moi que tu n'aies pas de préjugés. Parce que moi j'en ai des préjugés. Par définition, je suis le metteur en scène du film. Tout ce que tu vois, il a fallu que je le pense, que je le mette en scène, que je l'écrive, etc. Donc moi, j'ai des préjugés. J'ai besoin que toi, tu n'en aies pas en tant que monteuse. Donc si toi, en plus, tu arrives avec un scénario dans la tête, tu vas attendre des choses. Et je veux pas que tu attendes des choses, je veux juste que tu les prennes, que tu les reçoives. Et ça a été super, parce que je l'ai vu réagir. Il y a des scènes clés du film où elle dit « Oh waouh, c'est comme ça que ça se passe. Ah ouais, d'accord. » Et j'ai pu récolter son impression comme ça, là, sur le vif. C'était génial, quoi. Donc quand on a eu fini de mettre en place toutes les scènes, là, on avait presque 90, après on a pu visionner un assemblage, et l'assemblage c'est toujours un moment assez crucial, parce que chaque scène est une chose, chaque scène est un petit court-métrage en soi, tu vois, mais quand on les assemble, on obtient toujours quelque chose de différent. Au niveau du rythme, au niveau du ressenti, où on arrive à voir s'il y a des choses qui sont redondantes, des choses qu'on a déjà dites, ou des choses qu'on pourrait rendre meilleures, etc. etc. Et ce qui a été vraiment très intéressant, c'est qu'on a regardé un assemblage de presque 2 heures, et à la fin,
la première récompense, c'est qu'on a été très ému par ce qu'on regardait. On a été très touché par ce qu'on regardait. On a vu les problèmes à régler, puisque après on est retourné à la table de montage pour enlever quelques 12 ou 13 minutes de film, ce qui est quand même assez important. Sans enlever des scènes, mais en enlevant beaucoup de petites choses qui parasitaient un petit peu l'évolution. Donc on a ramené le film à 1h45 à peu près. Et voilà. Qu'est-ce que je voulais dire ? Non, j'avais une autre petite chose à dire. Clara, forêt, travail. Ouais. Ce qui est vraiment impressionnant, c'est de se dire qu'on a beau avoir fait déjà plusieurs films, à chaque fois qu'on est en montage, c'est une expérience nouvelle. Parce que le matériau est différent, le matériau réagit différemment. Et ce qui est marrant, c'est que parmi les surprises que j'ai eues au montage, c'est que par exemple le personnage de Stéphane, qui était un personnage qui était quand même assez brutal au tournage, je lui faisais dire beaucoup de gros mots, beaucoup d'injures, beaucoup d'insultes. C'était un personnage assez violent, etc. Et je me suis rendu compte qu'une fois qu'il était enfermé dans les rushs, c'était déjà moins choquant qu'en vrai. J'étais assez étonné. Puis finalement, c'est logique parce que dans le fond, le cinéma attend toujours quelque chose de plus, quoi. Quand les gens regardent un film, ils s'attendent toujours à quelque chose de surprenant, parce qu'on est capable de voir des meurtres dans un film, on est capable de voir des morts, on est capable de... Et puis finalement, ça ne nous choque pas tant que ça, parce que si ça nous choquait vraiment, on serait presque pas capable de le regarder. Donc on est préparé à regarder des choses qui peuvent être choquantes. Et du coup, c'est pas mal parce que je m'étais même inquiété un peu de l'idée que le personnage était peut-être trop grossier par moment. Et en fait, non, il ne l'était pas parce que son personnage est cohérent et il a sa façon de parler. Et ce qui est vraiment, ce que j'ai beaucoup apprécié en regardant le montage, c'est de me rendre compte que les trois personnages principaux, chacun a son langage en fait. Natacha a son langage, le personnage de Natacha a son langage, le personnage d'Ayana a son langage, le personnage de Stéphane a son langage. Ils ont leur langage propre. Ils existent, leur naturel jaillit de ça, de ce langage qu'ils ont, qui est propre à eux. C'est pas comme s'ils disaient tous les mêmes choses en fait. Ça, c'était vraiment bien. Je suis sûr que dans quelques mois, j'aurai déjà une perception différente de certaines choses. Quand les gens vont commencer à donner leur point de vue, il y a une personne qui a vu le film, comment on appelle ça, la belle-sœur de Clara. Elle est venue à l'improviste comme ça, elle a apporté quelque chose chez Clara. Puis on s'apprêtait à faire un visionnement complet du film. On lui dit est-ce que tu veux rester pour regarder? Elle connaissait rien de l'histoire. Elle savait même pas que Natacha était ma fille. Elle savait rien. Rien. C'était parfait. Et elle a regardé une version d'1h50, 1h50 et quelques. On a enlevé 5 minutes après son visionnement. Et waouh, elle a eu un retour extraordinaire. Vraiment. Elle a envie de dire alors est-ce que tu as vu des choses, des défauts. Le son n'était pas bon. On n'avait pas prémixé, le son n'était pas bon du tout. Il y avait des ondulations, des bruits partout. Le son était pourri et on l'avait pas encore nettoyé. Elle n'a rien vu. C'est là que j'ai pris conscience de ce que c'était qu'un spectateur. Il s'en fout de tout ça en fait. Il regarde juste, ça me plaît ou ça me plaît pas. Et elle a dit, sa première réaction c'est de dire que Natacha est extraordinaire. Elle a dit la petite fille est absolument exceptionnelle. Donc je l'ai laissé parler le plus longtemps possible avant de dire que c'était ma fille parce que je ne voulais pas que ça la court-circuite. Après elle a dit qu'elle avait été extrêmement touchée de la relation entre la petite fille et Ayana. Et je dis lui le mec, elle dit c'est juste un connard qui a eu ce qu'il méritait. Mais tant mieux. Parce que nous, regarde, Clara, elle, au bout d'un moment, elle le trouvait pas sympathique, mais presque. Tu vois, moi, il me fait rire. En plus, Stéphane, il y a des rushs quand je le regarde, ça me faisait rire. Quoi. Parce qu'il a une façon de parler dans le film qui est très drôle. Je le dirais, le machin. Mais ça fait pas rire les gens. Et encore moins les femmes. Pour les femmes, c'est juste un connard. Tant mieux.
tant mieux, parce que sinon le message est brouillé. Sinon. Donc ça j'étais content, Donc à ce jour, c'est la seule personne, sans arrière-pensée, qui a vu le film. Ayana, elle a vu le film, mais elle n'a pas été capable de... Elle s'est pris son personnage dans la gueule, à elle. Elle n'a pas de recul vis-à-vis d'elle-même. Elle me dit, ah oui, non, mais c'est un film sur Natacha. Je lui dis, non, arrête. C'est énorme ce que tu fais dans le film. Et je le sais parce que Véro, quand même, l'a vu. Et elle m'a dit que elle employait cette expression de lumineuse. Elle a dit Ayana est lumineuse dans le film, c'est très fort. Son personnage est très fort parce que c'est ce que je te disais tout à l'heure, elle joue sur 2 dimensions. Et en fait, elle joue sur la dimension de la douleur et sur la dimension de la joie, parce qu'elle donne de la joie à la petite fille d'une façon magnifique, quoi. Et puis, dans son coin, et donc elle a été capable de mener de front ces deux sentiments-là, et elle l'a fait super bien, quoi. Et ça, vraiment très beau. Très beau. Moi, je trouve pas que Stéphane, c'est juste un connard, mais bon, c'est... Ça vous demande un personnage à fort, tous les gens, tu le trouves... sympathique. Pitié, en fait. Oui, c'est ça. T'as juste envie de lui mettre des claques, de lui dire, mais prends-toi, quoi. Mais oui. Et c'est drôle parce que... Ah oui, quand on est arrivé à la scène de viol, là, avec Clara... Attends, il y a 2 scènes qui nous ont... Pendant 2 jours, là, la scène de boxe... Elle est cauchemardesque, la scène de boxe. Elle remporte un très grand succès. Elle a créé un malaise. Véro elle m'a dit, là, ça m'a carrément choqué. Elle m'a dit, t'es sûr qu'il faut le laisser? Je lui dis, bah oui, c'est vachement important. C'est une scène clé. Parce que il est capable d'aller jusque-là. C'est ça ce qu'il pense des femmes, c'est ça sa relation intime. Quand personne n'est là pour le voir, c'est ça qu'il fait, le mec, c'est ça qu'il pense, quoi. Ce qui fait que du coup, à la fin, quand il y a le meurtre et le viol, là, le viol, ça pèse sur tout le film. Donc je l'ai laissé vraiment, mais c'était un questionnement. Tu vois, elle m'a dit, ça m'a vraiment... Et quand on a monté ça avec Clara, elle était choquée aussi. Je la voyais, elle était blême, elle avait un malaise, quoi. Et les scènes de viol, là, avec la scène de meurtre derrière. Parce qu'en plus, elle est pas too much, quoi. Elle est juste vraie, quoi. Il arrive derrière, il la prend, machin. Comme le but, c'est horrible, comment le but, ça marche hyper bien, quoi. Vraiment, quoi. Donc tu te prends un certain nombre de séquences de films, il y a quelques scènes qui sont vraiment choquantes. Mais c'est intéressant parce que c'est choquant. Il y a quoi? Il y a 3 scènes choquantes peut-être dans le film, pas plus. T'as la boxe. Après, il y a des scènes quand même choquantes. Tu sais, quand il regarde son téléphone, puis la musique de mon fils marche très bien. Tiens, j'ai pas parlé de ça, c'est vache. J'aurais pu parler de la musique de mon fils quand même. Ouais, il a créé des musiques un peu avec une avec de la. En fait, il y a un certain nombre de thèmes musicaux. Il y en a un qu'il a fait pour le personnage de Stéphane quand il est tout seul et qu'il est malsain. C'est un truc assez con, qui est un peu rampant, qui est inquiétant et tout ça. Ça marche super bien. Il y a une musique un peu sentimentale qui fait référence à tout ce qui est la nostalgie vis-à-vis de la période, vis-à-vis d'Hélène qui est morte. Qui marche très bien, qui est très simple, qui cherche pas du tout avec des gros violons, c'est pas Love Story, quoi. Et puis il a fait la musique de fin aussi qui est très belle. La musique de fin est très très belle. Mais tu vois, il m'avait composé plein de thèmes musicaux assez mélodiques, qui étaient très intéressants, mais j'ai pas pu les mettre parce que ça connotait trop le film, en fait. Tu sais, ça m'a rappelé ce que j'avais vécu sur après coup, c'est-à-dire quand tu mets des musiques qui sont à la limite trop bonnes, ça prend le dessus sur le film, tu sais. Et ça colore trop les choses et je voulais pas de ça. Donc en fait, j'ai gardé ces thèmes atmosphériques, en fait. Il a créé quelques thèmes atmosphériques comme ça, là, qui sont très, très efficaces. Et j'ai gardé une musique avec une mélodie, avec un rythme, etc. sur le générique de fin. Paf, ça part là. Super beau. C'est pas... Il n'y a pas de la musique partout, mais il y en a un peu quand même.
Le truc important, c'est ça, c'est vraiment qu'il y ait cette musique lancinante, tu sais, sur le personnage. Ça aussi, c'est quelque chose qui m'est apparu dans le montage, c'est le fait que Stéphane, il y a tout un personnage qui se joue dans son intimité quand il est tout seul, en fait. Et il y a un certain nombre de scènes comme ça dans le film où il est tout seul et où tu sens monter le côté dangereux du gars, quoi, tu vois. Puis la musique renforce derrière, c'est très bien. Donc voilà, c'est un film complet, il y a même de la musique. Bah, mine de rien, j'ai hâte de voir ça dans la scène de boxe sur le grand écran. Ouais. Elle l'a très bien monté en plus, Clara. Bah là, je pense qu'elle a pu s'amuser en termes de rythme. Bah, il y avait du matos, ouais. Il y avait du matos et puis c'est bien parce qu'elle monte, tu sais, c'était toute une scène, tu sais, il arrive dans la rue, il arrive dans le truc, il traverse, il va dans les vestiaires, et tu sais, tu construis une tension, tu sais. C'est super. C'est vrai, c'était même au tournage. Ah ouais, elle nous a laissé un malaise. Moi, j'avais un gros malaise pendant 2 jours, là, wow, je me sentais pas bien du tout, là. Mais ça s'est confirmé. Mais parce qu'en fait, tu sais, si... des scènes choquantes, ça c'est aussi un truc que j'apprends, c'est que quand tu fais un film comme ça, il faut qu'il y ait, allez, 2 scènes choquantes dans le film. Allez, peut-être 3 scènes choquantes, mais pas plus. Après, il faut faire confiance à la méthode d'Hitchcock. Il ne faut pas trop donner, parce que de toute façon, si tu as placé méthodiquement tes quelques scènes choquantes, elles vont nourrir toutes les autres. Et elles vont les nourrir d'une façon beaucoup plus intéressante que si tu... Et le problème, c'est que tu as souvent des films qui se veulent violents ou choquants, etc. Et où toutes les 5 minutes, tu as un carnage, un meurtre, un viol, un machin. Ou d'un autre, on peut plus, ça n'a aucune valeur. Ouais, ça, c'est vrai, ça a plus consistance. Et donc, quand t'en places quelques-unes et quand tu te les prends dans la gueule, ça fait mal, quoi. Tu veux vraiment monter le... Ben oui, c'est ça. Et puis en fait, tu te rends compte que c'est ça Hitchcock, c'est que tu te demandes quand chaque scène commence si ça va être une scène violente ou pas. Et en fait, ça joue sur la ligne où ça peut l'être, mais ça l'est pas. Mais ça suffit. C'est ça qui crée l'intérêt du spectateur. C'est vraiment très important, ça, de donner des petits bouts, pas plus, quoi. Mais par contre, quand tu le donnes, tu le donnes. Tu sais, au moment où tu décides de le donner, tu le donnes. Alors là, paf, là tu scotches les gens, là. C'est génial.